Bonjour, rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin pour la première plénière. Nous allons enchaîner tout de suite. Le Paris Retail Week continue sur un sujet fort intéressant sur les nouvelles tendances du retail aux États-Unis. J'ai le grand plaisir de recevoir sur scène, puisque cette discussion sera animée par Isabelle Musnick, une grande amie et une grande personnalité du monde de la communication, du magazine Influencia, accompagnée de Laetitia Ford, Urban Sublime. Je vous demande, mesdames, de bien vouloir me rejoindre sur scène tout de suite. Merci. Bonjour. Vous avez vos deux micros. Installez-vous. La zapette qui va bien, les bouteilles d'eau. Je vous laisse la parole et on se retrouve en fin de discussion. Merci. Merci Pascal. Merci Pascal. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. On vient vous raconter donc quelles sont les dernières tendances des États-Unis. Tout d'abord, on vit vraiment une période, comme vous le savez, de véritable révolution. Ce qu'on a vu, nous, des États-Unis, c'est que, évidemment, le digital a tout chamboulé, le e-commerce également. Mais plus le digital est présent dans nos vies, plus le magasin physique reprend de l'importance. Et donc, il y a une énorme révolution. Les business models traditionnels sont obligés de changer considérablement. Et ces 5 prochaines années vont être beaucoup plus intéressantes et source de changement plus que ces 50 dernières. Parce qu'en fait, il y a un concept absolument important, vital, qui est celui d'émotion. Aujourd'hui, l'émotion revient. C'est un paradoxe. Vous le savez comme moi, on est tous branchés sur les réseaux sociaux, les millennials encore plus que les autres. Mais plus ils vont sur le digital, plus ils recherchent le contact physique. Ils se parlent entre eux, bien sûr, les réseaux sociaux, évidemment, mais les réseaux sociaux aboutissent à aller dans le magasin. Ils vont dans les magasins, ils ont besoin de toucher les produits, ils ont besoin qu'on leur parle. Et ça, si on ne le comprend pas, on rate complètement cette nouvelle cible. Donc le mot d'ordre, c'est le mot de l'émotion. Alors pourquoi on s'est intéressé surtout aux États-Unis? Parce que les États-Unis ont la culture du test and learn, ont la culture de cette vocation à se renouveler, et les États-Unis restent quand même les rois du marketing. Donc on en a tiré 3 grandes tendances aujourd'hui. On ne voulait pas vous saouler avec trop de tendances et trop de concepts, mais 3 grandes tendances phares que l'on peut retrouver. Donc la première... Le magasin, évidemment, aujourd'hui, n'est plus un magasin. C'est vraiment la première des choses importantes selon nous. C'est un véritable espace de vie. Donc, Apple a démarré avec ces nouveaux concepts qui ont vraiment changé l'univers du retail. On est sur des espaces où les gens sont invités à rester. Et on n'est plus du tout dans le milieu de la transaction aujourd'hui. Ce n'est plus le produit qui est important, mais c'est est-ce que mon client se sent bien dans mon espace? Est-ce que je fais tout pour qu'il vienne? Est-ce que je fais tout pour qu'il reste? Et est-ce que je fais tout pour qu'il revienne? Voir est-ce que je fais tout pour ce qu'ils n'achètent pas immédiatement. Il y a un magasin à New York qui est le concept sort de Samsung, qui est sur plusieurs étages. Vous y faites tout sauf acheter. D'ailleurs, vous ne pouvez pas acheter. Vous faites des expériences de réalité virtuelle. On vous montre le frigo connecté. Les vendeurs ce ne sont pas des vendeurs. Les conseillers sont là pour vous expliquer ce que vous pouvez faire, comment éprouver du plaisir. Le mot plaisir, très très important. On est beaucoup dans le retailtainment, l'entertainment dans le retail. Et ça aussi, les grandes marques le comprennent, mais des marques plus petites, on en reparlera tout à l'heure. Donc toujours dans le magasin, n'est plus un magasin, le magasin est un lieu multifonctionnel qui a compris qu'il faut qu'il s'adapte au quotidien des consommateurs et aux nouveaux usages de ces consommateurs. Donc le consommateur est quelqu'un qui a plusieurs vies dans une journée et donc là on est chez Cadillac House qui a ouvert donc son concept store où les voitures sont vraiment au second plan. Ce qui importe, c'est que le consommateur se sente vraiment bien à l'intérieur de ce lieu. Il y a un espace de coworking pour que les gens puissent venir travailler. Il y a un espace de divertissement avec des expositions temporaires qui sont surtout dédiées aux jeunes parce qu'elles sont très visuelles, très impactantes et donc on peut facilement les relayer sur les réseaux sociaux. Donc c'est un lieu aujourd'hui qui a compris qu'il faut qu'il soit polyvalent, mouvant, changeant, éphémère.
Autre point très important, le magasin d'aujourd'hui est un magasin qui place le service vraiment au premier plan. Le client est non seulement roi, mais est encore plus important que le produit aujourd'hui. Ici, on est chez Pirch. Donc Pirch est un revendeur de cuisine et salle de bain. C'est pas forcément très glamour à la base, mais ils ont compris l'importance de l'esthétisme déjà en créant ces magasins absolument magnifiques. Mais quand on arrive chez Pirch, c'est tout bête, mais ce sont des barman qui nous accueillent en nous proposant gratuitement notre boisson préférée. Du coup, le temps de visite de ces magasins sont environ de 2 heures. Quand on pense aujourd'hui à l'importance et au chamboulement du retail et à tous ces retailers qui ne savent pas comment faire venir et rester un consommateur dans un magasin, 2 heures, c'est assez exceptionnel. Et assez exceptionnel pour que Business Insider nomme Pirch aujourd'hui comme le concept le plus innovant avant même Apple. Et alors en matière de service, il y a même des choses encore plus simples que tous les retailers ici peuvent mettre au point, organiser. Exemple, cette grande surface de bricolage, alors je l'ai vécu, c'est vraiment pas fun du bricolage. Et bien, tout simplement, quand vous arrivez avec vos paquets, vos vêtements, votre parapluie s'il pleut, il y a un employé qui se précipite vers vous et qui vous dit « Madame, je les prends, je les mets dans un vestiaire ». Je vous assure que vous revenez à vie dans ce magasin. Autre exemple, là aussi tout simple, ces magasins qui vous prêtent un parapluie quand il pleut, même si vous n'avez pas acheté. Même si vous n'avez pas acheté. Ben là aussi, vous revenez. Voilà, des exemples faciles qui montrent que le service, c'est vraiment le point le plus important là-bas et qui devrait l'être aussi ici, bien sûr. Et quand on parle de service, ce n'est pas seulement l'accueil, on parle aussi de paiement facilité, de simplification de la vie du consommateur, de la vérification des stocks en temps réel. C'est vraiment une volonté globale aujourd'hui de l'entreprise d'apporter une qualité de service irréprochable sur tous les points de contact avec le consommateur. Autre exemple, toujours une grande surface, une chaîne dans l'électroménager. Les vendeurs sont tous équipés de tablettes. Bon, jusque-là, c'est normal. Sauf qu'ils vous parlent sur Twitter, dans le magasin. Quand ils sont rentrés chez vous, si vous-même, vous avez une question à poser, eh bien, ils vous répondent. Donc, le service, il est constant dans la journée, le week-end s'il le faut. Ils connaissent le client connaît le vendeur, sait que c'est monsieur Sam ou que c'est John. Et il y a une vraie relation de vendeur à client qui se crée. On parle enfin, donc toujours dans la partie le magasin n'est plus un magasin, c'est aujourd'hui un véritable laboratoire d'expérience. On reparle donc de Pirch, qui lui a poussé son modèle vraiment au paroxysme de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc il propose aux consommateurs de tester absolument tout ce qu'il y a dans le magasin, jusqu'aux douches. Donc vous pouvez prendre rendez-vous et rentrer dans ces cabines de douche et tester les différents pommeaux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la marque se propose vraiment de porter le consommateur dans son futur et dans son quotidien futur. Et donc on est capable aujourd'hui de tester, d'anticiper effectivement quelle sera l'expérience chez moi. Je la propose déjà en magasin. Donc je facilite déjà cette expérience-là. Je retourne évidemment, comme on le parlait, à l'émotionnel, à tout ce qui est sensation tactile, et on retrouve ces expériences qui sont aujourd'hui encore assez exceptionnelles et qui n'existent pas en France. Deuxième grande tendance, on l'a amorcé, c'est que le magasin aujourd'hui est une fête. Une fête qui est immersive, évidemment. Je pense que certains d'entre vous ont vu cette annonce donc de Sonos, qui est à la base un pure player qui travaille dans le domaine du son. Donc ce sont des enceintes haut de gamme sans fil. Et donc quand ils ont ouvert leur concept store, ils se sont dit on ne va pas faire simplement évidemment un concept store où on va mettre en scène des produits, mais on va se mettre encore une fois à la place du consommateur et se mettre à la place de quel type d'expérience il va vivre en magasin, on va lui faire vivre. Donc ce sont 7 rooms, donc petits espaces qui représentent 7 endroits différents de la maison et dans lesquels on peut aller, rentrer et tester les qualités de son différentes en fonction des espaces dans lesquels on se trouve. Donc on se réunit plus autour du produit aujourd'hui, mais on se réunit autour de la passion du son dans ce cas-là. Même si, encore une fois, on n'achète pas immédiatement. Il y a aussi cette grosse idée qui est celle de storytelling. C'est qu'aujourd'hui, les magasins veulent raconter des histoires.
Pas n'importe quelle histoire, une histoire qui est celle de la marque, qui va faire qu'on va rêver. Un exemple, Victoria's Secret, dans un de ses magasins à New York, a ouvert, c'est la marque de lingerie bien sûr, vous connaissez, a ouvert un musée. Donc vous vous baladez, vous pouvez aussi bien acheter un soutien-gorge à 28$ qu'un autre soutien-gorge à 3 millions de dollars. Donc vous rêvez dans ce magasin qui vous raconte une histoire. Et oui, effectivement, l'immersivité, ça passe aussi par le storytelling. On est plongé dans le cœur de la marque grâce à ce lieu physique. C'est également une fête renouvelée. Alors, Story est un concept étonnant. Je crois qu'il n'y en a pas de cet ordre dans le monde. C'est un magasin, un concept store, qui change de thème tous les 3 mois. Mais quand je dis qu'il change de thème, il ferme d'ailleurs pendant 3 semaines pour préparer le thème suivant. Le magasin complet est renouvelé. Donc, vous avez un thème, je vais vous donner 2 exemples, la disruption, le fun, le feel good, le wellness, donc le bien-être. Donc, le magasin est complètement refait, la tenture, le sol, les produits, et tous les produits et tout le magasin tournent autour de ce concept. Il crée évidemment une attente, parce que qu'est-ce que ça va être l'exposition suivante ? Pendant 3 semaines, c'est fermé, donc il y a un sentiment de frustration. C'est un des magasins les plus étonnants qui existent et qui a alors un chiffre d'affaires en hausse depuis qu'il s'est ouvert. Donc c'est pas seulement pour le fun, c'est aussi pour vendre, et y vend. Donc un concept, une histoire, Story, comme son nom, assez extraordinaire. Ils ont compris que si on fait venir des visiteurs en magasin, il faut avoir quelque chose de nouveau à leur dire. Donc aujourd'hui, le magasin est une fête, mais c'est une fête qui se renouvelle. On se renouvelle dans les codes, on se renouvelle dans l'agencement, on se renouvelle dans les expériences à proposer. Et effectivement, il faut vraiment toujours être au cœur de la tendance et des nouveaux usages et suivre effectivement les envies de nos consommateurs. Surtout des millennials, bien sûr, qui aiment bien papillonner. Alors c'est une fête, mais également une fête connectée. On vous montre le dernier exemple avec Amazon Go, qui teste donc ce magasin à Seattle. If you could walk into a store, grab what you want, and just go. What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Donc voici comment les Américains utilisent le digital. Ils utilisent le digital de manière beaucoup plus enclin à chercher l'efficacité au travers du digital que l'effet wow avec les écrans qu'on a pu voir ces dernières années en magasin. Les Américains utilisent vraiment le digital pour simplifier la vie de son client, et on voit l'aspiration qu'il y a dans cette vidéo à ce que les choses soient simples. Je rentre, j'ai juste à me connecter avec une application de manière simplifiée. C'est exactement comme quand je vais dans le métro et que je passe ma carte. Je prends tout ce que je veux. Si j'ai envie, je peux changer d'avis et reposer le produit et en reprendre un autre. Et tout ça, ce sont des années de travail au niveau de la technologie, mais Amazon veut vraiment simplifier la vie de son consommateur grâce au digital. Mais là, il n'y a pas de vendeur du tout. Non, là, il n'y a pas de vendeur. Mais le connecté n'est pas seulement une élimination des vendeurs. Absolument pas.
On va le voir. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas Amazon? On vous a pris aussi un deuxième exemple pour la connexion, parce que c'est important aussi de voir comme le bon sens peut être présent partout. Et ça, c'est un bar à Brooklyn qui a ouvert très récemment et qui propose donc à son client de rentrer, de laisser sa carte bleue en échange d'une petite carte NFC. Et je vais pouvoir aller me servir en self-service toutes les bières locales et les tester. Je vais pouvoir en prendre la quantité que je souhaite. Ma carte va être débitée en fonction de ce que j'aurai bu. Et là où c'est très important, c'est que ça laisse du coup au barman, ça redonne les lettres de noblesse au barman, et ça permet en fait aux barman de se concentrer sur leur expertise, leur savoir-faire en cocktail. Et donc on voit que l'importance de l'employé aujourd'hui est beaucoup plus dans l'expertise et le savoir-faire que dans simplement des petits gestes qui peuvent être effectivement aujourd'hui digitalisés. Ce qui implique une formation différente des employés. Exactement, et ce qui nous mène à notre dernier point sur le magasin et relations. Donc troisième tendance phare pour nous, sûrement la plus importante, c'est un véritable vecteur de passion. Aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis et on l'espère très rapidement en France, les employés sont la première arme marketing des marques, parce que c'est le premier point de contact qu'on a avec le consommateur. C'est tout aussi important que sa présence digitale. Et donc, ces employés doivent vraiment représenter l'ADN de la marque, la passion de la marque et l'expertise. Donc, cette marque Lululemon, donc, qui est spécialisée dans les matériaux et les ventes de produits de yoga, a vraiment compris ça. Et donc, le vendeur qui va vous assister pour utiliser un produit et vous conseiller sera également votre coach de yoga le samedi quand vous irez faire votre cours gratuit Lululemon. Donc Lululemon emploie des passionnés avant d'employer des vendeurs. Autre point, c'est un lieu d'échange. Le lieu est devenu le catalyseur d'une communauté. On parle des consommateurs, de les faire venir en magasin, de les valoriser, et c'est eux qui doivent finalement se réapproprier les lieux. Il y a des espaces de coworking qui sont en train de devenir des espaces culturels comme Neu House aux États-Unis, où les gens se rencontrent pour créer des projets grandioses. Apple qui a intégré dans son nouveau concept le Apple Forum, où encore une fois on va proposer des conférences pour que les gens puissent se rencontrer. Et ici on a pris l'exemple de Rapha, donc, qui est une marque qui réunit les gens autour de la passion du vélo. Et donc, il propose à l'intérieur de son magasin non seulement effectivement des vélos à vendre, mais aussi c'est un magasin de réparation de ces vélos. Et surtout, c'est un magasin qui a compris l'importance de la communauté, qui s'est approprié les lieux et qui vient ici pour parler de leur prochain voyage, ou qui vient ici pour débriefer de leur dernier voyage et de pouvoir restituer effectivement cette passion entre eux et entre ces différents consommateurs. Oui, puisque aujourd'hui, on s'adresse de plus en plus aux communautés. Vous faites partie d'une communauté et donc vous vous retrouvez, vous partagez vos expériences, vos goûts, et encore une fois, vous n'achetez pas forcément. J'insiste beaucoup sur cet aspect. Le magasin, bien sûr, le but c'est de vendre, le but c'est le ROI, mais dans un premier temps, le magasin, il doit faire rêver. Tout à fait. Et pour nous, encore une fois, dernier insight intéressant, ça devient vraiment un lieu de vérité. C'est-à-dire qu'on a beau dire qu'on est les meilleurs, les plus forts, les plus efficaces sur Internet, il faut aussi savoir le prouver aujourd'hui. Et quoi de mieux que rencontrer les gens sur le lieu physique? Quoi de mieux de pouvoir incarner notre manifesto, nos valeurs sur place? Donc énormément de magasins aujourd'hui et énormément de marques ont pris les magasins justement comme vraiment centre et catalyseur de leur ADN de marque. Alors Nike à New York, dans certains de ses magasins, fait quelque chose de tout simple, mais à l'heure où on vous demande de remplir des questionnaires d'habitude sur Internet, quand vous allez dans un magasin, enfin dans certains de ces magasins Nike, et que vous n'avez rien acheté, eh bien on vous remet un petit questionnaire en sortant, en vous demandant d'expliquer pourquoi vous n'avez pas acheté. Donc c'est tout simple, mais ça montre que le magasin est en effet le lieu de vérité. Exactement. C'est un très bon
un très bon endroit pour prendre la température du client et de savoir s'il est content ou pas. Et tout le challenge des marques aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va remonter ces informations. Zara travaille très bien dessus et crée ses collections pas en fonction d'un dernier bureau de tendance qui va leur dire la couleur à faire, mais en fonction de la demande des clients. S'ils ont énormément de clients qui demandent ce pull-là mais en rouge, ils ont un système très efficace qui permet de remonter cette demande-là pour que 3 semaines plus tard, il y ait ces pulls rouges en magasin. Donc c'est un lieu de vérité où on peut tester effectivement la satisfaction du client, où on peut prodiguer effectivement et démontrer pourquoi notre marque vaut la peine d'être visitée. Donc ça nous semble vraiment un aspect très important aujourd'hui du magasin. Donc on va finir par une conclusion. On est vraiment sur l'émergence de modèles hybrides aujourd'hui. On a vu que les magasins ne sont plus des magasins, que les hôtels eux-mêmes sont en train de se transformer de temps en temps en salles de concert, que les espaces de coworking deviennent des espaces culturels, que les espaces culturels peuvent aussi être des espaces de présentation de produits. Donc on est vraiment à la convergence de modèles qui essaient de trouver effectivement leur raison d'être. Le but, c'est vraiment de pouvoir prendre les valeurs de sa marque, son ADN, sa culture d'entreprise et de pouvoir les adapter aujourd'hui aux nouveaux usages des consommateurs. Donc il n'y a pas un modèle phare qui fonctionne. Le modèle qui fonctionne, c'est le modèle qui est vrai pour vous. On est également dans l'émergence de modèles qui sont complémentaires. J'ai pris donc l'exemple là du supermarché Whole Foods qui vient d'être racheté d'ailleurs par Amazon. Et ce sont des modèles qui ont compris effectivement le consommateur. Ils ont compris que parfois mon consommateur, qui est la même personne, peut avoir le temps de passer dans les allées. Et ce sont dans les allées qu'il va se renseigner sur tel et tel produit. C'est dans les allées où je vais pouvoir avoir ces instants de vérité et de lui parler de ma marque et lui parler effectivement de la recette qu'il peut faire avec tel et tel produit, mais c'est ce même consommateur qui peut-être le jour d'après va être très pressé, mais va quand même venir dans mon magasin parce qu'il sait, donc à droite, qui peut commander très rapidement sur des tablettes digitales son menu et qui sera livré dans les 10 minutes. Donc finalement, ce qui est assez simple, c'est que ce n'est pas nous qui allons décider du futur du magasin, mais ce sont les millenniums. Parce que les millenniums vont représenter 1/4 de la population mondiale d'ici 2020. Et donc, c'est eux qu'il faut suivre pour comprendre le magasin du futur. Ils sont en attente de quoi? Ils sont en attente d'hyper-personnalisation. Aujourd'hui, 89% des millennials souhaitent de la personnalisation en magasin. Donc on l'a vu, ça peut passer par des choses toutes bêtes comme le concept assez incroyable de Starbucks de ne pas utiliser de digital, mais d'écrire notre propre nom sur la boisson, donc qu'on s'approprie effectivement le produit et on est valorisé en même temps. Et ça permet aussi d'avoir un relais sur les réseaux sociaux incroyable aujourd'hui, mais ça peut être aussi la reconnaissance faciale comme KFC vient de lancer en Chine. Donc il y a de la personnalisation dans chacun de ces concepts-là et les millenniums sont vraiment en demande de cette personnalisation. Ils sont en demande d'hyper-facilitation comme on l'a vu avec Amazon Go et ils sont surtout en demande d'hyper-éthique. Plus d'un millennium sur 2 a délaissé une marque ces 12 derniers mois parce que cette marque-là, ils considéraient qu'il y avait un manque d'éthique. Donc ce n'est pas un phénomène de mode, c'est vraiment un tremblement de terre que les grands groupes sont en train de devoir digérer. Il faut plus de traçabilité, plus de transparence et plus d'éthique dans chacun des maillons de la chaîne. Avec ce paradoxe qu'ils sont à la recherche d'éthique et qu'en même temps, quand on leur propose, comme en Chine, de payer simplement grâce à le regard, puisqu'on scanne le visage, la machine vous reconnaît et vous payez directement, c'est envoyé directement à votre téléphone portable. Ça peut être très grave aussi parce qu'on va au-delà de ce qui est permis aujourd'hui, mais en même temps, ça ne les choque pas trop. Donc c'est toujours ce paradoxe pour parler aux millennials, ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Le groupe, la personnalisation, l'éthique, mais aussi le digital. Donc toujours une ambivalence et c'est ce qui fait aussi peut-être l'intérêt de ce métier. Exactement, donc on parle vraiment à des nouveaux publics qui sont mouvants.
On a aussi l'émergence de nouvelles technologies qui sont toujours plus efficaces et qu'on peut adopter dans plusieurs moments de notre cycle et parcours client, et de nouvelles attentes. Et on est à la convergence de modèles, et c'est ce qui fait que les jours qu'on vit aujourd'hui sont passionnants, car chaque entreprise doit trouver finalement son nouvel équilibre, et ça fait aussi appel à une nouvelle créativité qui est possible en magasin plus que jamais. Et pour aller plus loin, si ça vous a intéressé, nous on part avec Isabelle, on a la chance de partir au mois de janvier prochain à la NRF, donc le plus grand rassemblement mondial du retail. On va prendre toutes les informations, tous les retours d'expérience des plus grandes marques américaines. On va visiter une trentaine de concept stores innovants à New York, et on vous propose de venir chez vous, vous faire une restitution personnalisée de ce qu'on aura vu, pour que vous puissiez vous prendre un temps d'avance avec nous à partir de 2018. Et on a 2 minutes pour les questions. Voilà. Oui, je viens vous rejoindre. Merci Isabelle, merci Laetitia. On va passer aux questions-réponses. J'imagine que vous en avez beaucoup, on peut les applaudir. Effectivement, c'est une très belle présentation. Présentation que vous pouvez retrouver sur le magazine Influencia, je crois que c'est déjà en ligne. Isabelle, c'est quel... C'est www.influencia. Influencia.net. Voilà, je vous invite d'ailleurs à vous abonner. C'est un merveilleux magazine qui paraît d'ailleurs en trimestriel en papier et en ligne en permanence. Alors on va passer aux questions-réponses. J'ai vu des bras se lever déjà. Monsieur. Oui, bonjour. Présentez-vous, merci. Damien Alexandre, société SAP. Merci pour cette présentation qui ouvre les yeux. Moi, j'ai une question par rapport à ce que vous auriez pu voir, qui était une tentative d'innovation et qui s'est révélé être un échec, et avoir votre analyse du pourquoi. Moi, je trouve que le QR code, par exemple, est un échec total parce que il faut parce que c'est compliqué et qu'aujourd'hui, le consommateur, il veut quelque chose de simple. Et le QR code, il faut d'abord télécharger une application. C'est pas la même sur tous les téléphones. C'est assez compliqué. On ne sait pas aussi ce qu'on va retrouver derrière le QR code. Ça change en fonction de chaque marque. Et une fois sur deux, ça fonctionne pas. Donc voilà. Pour moi, la tentative ratée. C'est que ça ne s'est pas adapté à l'usage du consommateur. Il faut vraiment suivre et bien anticiper, bien comprendre mon consommateur. Et c'est là où je vais trouver des innovations pour simplifier son quotidien. Et puis peut-être les magasins qui ont décidé de tout digitaliser. On en a vu certains à New York où il n'y avait plus un seul vendeur. On faisait tout de chez soi, on arrivait, il y avait un robot qui vous ressortait les vêtements et qui les rangeait. Et finalement, ces magasins-là ont fermé parce que trop digital, pas assez humain. Merci. D'autres questions? N'hésitez pas. Je vois que vous êtes nombreux. Il y en a même qui sont debout au fond de la salle. Vous avez forcément des questions. Pas avoir peur, hein, ça va bien se passer. Là, il y a monsieur. Monsieur. Bonjour, Mathieu Nicolas, société Happy Chic. Moi, je vais aller un peu à l'encontre. Je voudrais vous savoir si vous pensez que tout va se faire aux US quand on voit comment ça monte en Chine. Et tous ces concepts chinois comme les Taobao Café et la Bingo Box, par exemple, ou des choses comme ça qui arrivent en force et qui sont de l'autre côté. Alors on a un œil évidemment sur ce qui se passe en Asie, évidemment. Après, ce sont des cultures très très différentes des nôtres et ils sont beaucoup portés sur l'entertainment et le divertissement, et ils ont pas forcément la même culture, donc on n'adopte pas forcément les mêmes codes, les mêmes réseaux sociaux, les mêmes usages. Et dans ce que nous on trouve effectivement d'impactant en Europe, en général, la source vient la plupart du temps, 90% du temps des États-Unis. C'est pour ça qu'on oriente vraiment nos recherches là-dessus. Au niveau du retail, en tout cas, c'est vraiment très probant que les États-Unis apportent effectivement ce vent
de nouveautés. Et on ne va pas à New York non plus pour rien, on choisit cette ville parce que c'est une ville ultra cosmopolite. Et donc les concept stores qui ouvrent là-bas à New York sont des concept stores qui doivent s'adresser à une culture vraiment globale. Et c'est ce qui est très intéressant. Et donc quand on ira à New York étudier ces derniers concept stores, on sait que ces concept stores-là ont déjà pris en compte la notion de consommateur en tant que consommateur mondialisé et a déjà pris en compte ces cultures-là. Et donc, l'efficacité de tel et tel concept sera prouvée sur les différents continents après. Il est vrai que, bien sûr, le Japon et la Corée ont des expériences également très intéressantes. Là, on a choisi de parler des États-Unis simplement. La Chine, c'est plus compliqué parce que si on prend l'exemple de KFC, parce que c'est tout récent, avant qu'en France, on puisse autoriser à scanner et à donner les informations personnelles de toute une population, et en Europe d'ailleurs, il y a quand même des lois très précises. Donc eux peuvent se permettre de faire des tas de choses qui d'ailleurs ensuite va leur servir à fliquer la population. Mais c'est vrai qu'il y a des expériences intéressantes là-bas, on est bien d'accord avec vous. Mais en majorité, c'est quand même aux États-Unis qu'il se passe énormément de choses dans les magasins, et comme disait Laetitia, avec une population très cosmopolite. Et puis surtout, New York, tout change. Vous avez un magasin, un mois après, il y en a un autre qui se crée. Si ça ne marche pas, le magasin ferme, et puis un autre se crée. Donc c'est aussi ce renouvellement constant qui fait que c'est très intéressant à observer. Ça répond à votre remarque. D'autres questions ? Vous êtes bien sage. Studieux même. C'était peut-être très clair aussi. Il semblerait que ce soit, comme je le dis. Ah, monsieur. Ah ben voilà. Oui, vos présentations étaient très intéressantes. Ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que dans les concepts que vous avez présentés, il n'y avait pas vraiment la notion omnicanal. C'est-à-dire que vous présentiez des nouveaux concepts physiques, donc c'était aussi un peu normal. J'ai bien noté ce que vous disiez en disant qu'effectivement, il ne fallait probablement pas aller vers du tout digitalisé. Mais est-ce que vous avez vu des services innovants ou des approches intéressantes grâce à de l'omnicanal, soit dans le sens drive to store, soit dans l'autre sens? Vous avez peut-être un peu abordé quand vous avez dit que maintenant les magasins ne serviraient plus à acheter. Donc ça veut dire qu'on achète sur Internet. Exactement. Il y a beaucoup de magasins qui travaillent l'omnicanalité. Donc, on a parlé de quelques concepts aujourd'hui où l'expérience qu'on vit en magasin va être prolongée, évidemment, après. Donc, dans tous les Nike aujourd'hui, dans tous les Nike Town, dès qu'on arrive en magasin, par terre, on a le hashtag Nike Town. On sait tout de suite, il y a écrit Instagram, etc. On sait tout de suite quand on rentre dans un magasin qu'on peut prolonger l'expérience bien au-delà du magasin. Et donc les codes sont donnés à l'entrée des magasins. Donc ça, effectivement, c'est très très important. C'est déjà très instauré aux États-Unis et c'est même immédiat. Et il y a des magasins qui font des tests, notamment des tests en donnant des tablettes à l'entrée et en disant, voilà, vous allez pouvoir enregistrer, avoir plus d'informations sur n'importe quel produit aujourd'hui quand vous allez scanner l'étiquette devant le produit. Et vous allez aussi pouvoir faire une wish list. Et ils se sont rendus compte qu'en faisant une wishlist en magasin, c'est-à-dire j'achète pas aujourd'hui, mais je crée ma wishlist et je me l'envoie par mail, ils se sont aperçus après que 12% de leurs ventes venaient effectivement de ces wishlists qui étaient transformées après. Donc c'est important de donner envie quand on est dans le magasin, de laisser une trace et de donner envie d'acheter plus tard. Donc effectivement, il y a plusieurs mécanismes qui sont en train d'être travaillés dans ce sens-là. Oui, puis beaucoup de magasins permettent aujourd'hui de partager sur les réseaux sociaux l'expérience qu'on est en train de vivre. Alors ça peut être regardez ma veste, est-ce que vous l'aimez? Ou bien moi j'ai pas trouvé cette taille-là dans ce magasin ou ce modèle, mais est-ce que quelqu'un d'autre de mon réseau peut me dire où je peux la trouver? Donc voilà, donc il y a une vraie relation entre le digital et le physique. Bon, on ne pouvait pas donner tous les exemples aujourd'hui, mais c'est un autre sujet avec plein d'exemples en effet. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, madame. Ah, ça y est, il y a plein de bras qui se lèvent.
Bonjour, Thomas Janvray, groupe Projet Via. Qu'est-ce que vous avez pu voir en réalité augmentée, réalité virtuelle? Savoir quels sont les usages et quel est votre avis sur ces technologies? Alors, je trouve personnellement, mais tu veux peut-être répondre. Je trouve qu'il y a deux usages. Il y a l'usage entertainment aujourd'hui, parce que peut-être pas tout le monde a testé les lunettes Oculus et que c'est vraiment édifiant quand on teste et qu'on se retrouve en chute libre et qu'on peut vivre d'autres vies à travers la réalité augmentée. Donc il y a ce côté-là qui est plutôt le côté fun et expérience nouvelle que je propose. Après, dans les applications très pratiques, pour le moment, moi, de ce que j'ai vu de plus intéressant, c'était dans le secteur de l'ameublement, où on peut véritablement, effectivement, se projeter dans son salon et véritablement avoir une idée encore une fois, de ce que sera mon quotidien grâce à la réalité augmentée en amont. Tu as peut-être d'autres exemples? Non, c'est l'ameublement. Je n'ai pas le sentiment qu'on soit encore allé assez loin dans tout ce que la réalité augmentée ou virtuelle peut nous permettre de faire. On est encore quand même beaucoup dans les balbutiements. Je pense que c'est une technologie où le consommateur est en demande, mais il faut vraiment trouver un intérêt à ça. Encore une fois, ce n'est pas le digital pour du digital, mais c'est du digital efficace qui va m'aider à quelque chose, me simplifier la vie, me réenchanter mon quotidien, etc. Donc là aussi, la réalité augmentée, il faut vraiment trouver un but à ça. Oui, que ce ne soit pas que de l'entertainment. Madame voulait poser une question, je crois. Si vous pouvez vous lever. Oui. Alors, bonjour, moi c'est Camille Winter, je travaille pour les fromageries Belle. Vous avez cité plein d'initiatives extrêmement intéressantes du côté retailer et je me posais la question de savoir s'il n'y avait pas quelque chose à faire aussi du côté des industriels et si vous pensez que c'est le cas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ce qui se passe en magasin demain? Les industriels, ça serait quelle industrie? Là, en l'occurrence, moi je vends de la vache qui rit, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être quelque chose à faire main dans la main entre retailer et industriel pour transformer Oui, moi je crois qu'il y a plein de choses à faire. Il y a de l'aide aux consommateurs. Moi, j'ai visité récemment donc un concept store qui est une épicerie fine à Paris qui s'appelle Maison Plisson, qui propose le meilleur du meilleur des produits locaux et français. Et eux, à chaque fois, à côté du produit, ils expliquent comment est-ce qu'on peut utiliser le produit au mieux. Et donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Ensuite, il y a le packaging, je pense, dans votre secteur qui doit être hyper intéressant. Je ne comprends pas aujourd'hui comment, quand on parle de plus d'éthique, plus de transparence, plus de développement durable, il n'y ait pas une boîte qui ait compris aujourd'hui qu'on en a marre d'avoir trop de packaging autour de nos produits. Et je pense que ça serait une opération de communication formidable que quelqu'un dise, nous, on est première marque de pot de yaourt à enlever le packaging qui a beaucoup trop autour des produits parce qu'on veut on est dans une démarche d'éthique, de développement durable et on va être les premiers à faire ça. Et c'est un bénéfice client parce que moi, je vais gagner du temps, je vais jeter moins et je vais être hyper contente d'avoir les valeurs que j'ai dans la vie qui seront beaucoup plus facilement applicables au quotidien. Et je pense que ça, c'est une très bonne idée que les industriels doivent proposer aujourd'hui des produits, des expériences qui sont en phase avec les nouvelles attentes des consommateurs. Puis moi je pense qu'il y a aussi un autre aspect, alors c'est pas du tout celui-là, mais pour une marque comme la vôtre, qui pourrait être de descendre dans la rue, c'est-à-dire non pas de manifester comme aujourd'hui, mais d'avoir son propre lieu de vente, comme un Giovanni Ranna par exemple, commence à mettre des restaurants, un aux États-Unis, un en Allemagne, peut-être un jour en France, donc un endroit où vous pourriez montrer ce que sont les produits de votre marque. Et dans le domaine alimentaire, c'est tout à fait possible. Faire de la co-création aussi avec ses consommateurs. Enfin, il y a énormément de choses à faire aussi en amont. Merci. Oui, dernière question, madame, levez-vous. Merci. Avec une réponse rapide, puisqu'on va devoir conclure. Bonjour, Fanny Ario du MBA en marketing digital MCI. Je voulais savoir, pour les marques qui sont présentes que en e-commerce, donc les e-commerçants, est-ce que vous pensez, je pense plutôt aux petites, moyennes marques, pas vraiment les gros pure players, est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment qu'ils investissent dans une stratégie physique, c'est-à-dire essayer de développer le magasin physique, ou est-ce qu'ils peuvent se concentrer sur le e-commerce pour cibler les plus jeunes, parce que c'est les millennials, les nouvelles générations qui vont décider de tout ça?
Ça dépend du but de la marque. Si c'est une marque comme Amazon, même si Amazon aujourd'hui se déploie évidemment en magasin, mais si c'est une marque qui veut juste présenter énormément de produits et qu'on achète de manière très efficace et j'ai pas besoin de tester le produit, à ce moment-là, si j'ai envie de rester pure player, pourquoi pas. Mais je trouve qu'on a prouvé qu'il y a un intérêt absolument gigantesque aujourd'hui à avoir un point de vente. Si on est un petit magasin, on peut commencer par faire un petit pop-up store dans d'autres magasins qui aujourd'hui, il y a des énormes magasins qui savent pas quoi faire de leurs espaces, donc ils sous-louent, et donc ça peut être une très bonne solution pour s'implanter au départ, pour tester son produit, pour rencontrer son consommateur. Et vous parlez des millenniums, mais les millenniums, c'est la génération qui a besoin et envie de vivre des expériences fortes dans la vie. Donc je comprendrais pas effectivement pourquoi une marque ne se mettrait pas sur le lieu physique. On a vu que les magasins ne sont plus des magasins, donc comme je dis, ça peut être un pop-up store, ça peut être la présence lors d'un festival de musique, ça peut être voilà, comment réinventer sa marque sur des lieux physiques qui ne sont pas forcément des magasins. Merci beaucoup, mesdames. Merci, Isabelle. Merci, Merci Laetitia. Merci. Nous allons nous retrouver dans... Oui, vous pouvez les applaudir encore une fois. On se retrouve tout de suite, une petite pause de 10 minutes, et nous nous retrouvons avec l'Académie Facebook dans 10 minutes. Merci.